Les lacs sont des êtres vivants. Ces précieuses réserves d'eau douce naissent, vivent et disparaissent suivant d'étonnants cycles naturels. Leurs eaux paisibles semblent dormir. Pourtant, elles cachent une vie mystérieuse. Les lacs ne se révèlent qu'aux hommes et aux femmes qui prennent le temps de les observer patiemment. C'est en leur compagnie que nous allons découvrir leurs secrets. Il y a 1000 ans, à l'est de l'Inde, une grande baie était largement ouverte sur la mer. Ses riverains étaient d'intrépides marins qui bravaient les vagues de l'océan Indien. Mais ces héros, encore célébrés chaque année par les habitants de la région, ne sont plus aujourd'hui que les personnages mythiques d'un passé révolu. Sous les assauts des éléments naturels, les rivages que leurs grands navires longeaient se sont modifiés. Les ports qu'ils fréquentaient ont disparu. La mer elle-même a reculé pour donner naissance à ce qui est aujourd'hui le plus grand lac côtier du continent indien, le lac Chilika. Le lac Chilika est à ce jour la plus importante aire d'oiseaux migrateurs de toute l'Inde. Plus de 200 espèces y séjournent. Il accueille aussi plus de 300 espèces de poissons et une variété unique de dauphins d'eau douce. Cet écosystème rare et fragile a bien failli disparaître. Son histoire récente est celle d'une renaissance. Situé dans l'État de l'Odisha, à l'est de l'Inde, le Chilika est le plus grand lac côtier indien. Long de 64 km et large de 18, il communique avec la mer du golfe du Bengale par une passe étroite qui permet à l'eau salée de pénétrer dans le lac. Ce lac très particulier combine ainsi les caractéristiques d'un lagon marin à celles d'un lac d'eau douce. Cette situation apparemment idéale a ses inconvénients. Le Chilika vit sous les assauts continuels de la mer et du vent. Le déplacement des dunes peut combler son embouchure à tout moment et mettre ainsi en péril ses différents territoires et sa biodiversité exceptionnelle. À Satapada, un village situé près de l'embouchure du lac, les bateaux des pêcheurs croisent chaque matin les barges qui transportent les riverains du lac. Ils rencontrent aussi, depuis plusieurs années, le bateau d'une scientifique qui part à la recherche d'une espèce rare, un mammifère devenu l'espèce emblématique du Chilika, les dauphins de l'Irrawaddy. Dipani Sutaria est biologiste. Elle recense en les photographiant ces dauphins d'eau douce, qui ne se trouvent que dans quelques endroits sur la planète.
Les scientifiques ont estimé la population de dauphins de l'Irrawaddy du Chilika à seulement 120 individus environ. Oh, tenez, regardez, en voilà un. C'est un lagon marécageux très productif car il y a à la fois de l'eau de mer et de l'eau douce qui pénètrent dans le lac. C'est la raison pour laquelle les dauphins ne veulent pas retourner en mer. Les dauphins de l'Irrawaddy ne vivent que dans des eaux boueuses et peu profondes, dans les lacs ou dans certaines rivières. Ils y ont développé des techniques de chasse particulières. Il y a 3 dauphins ici en train de coopérer. Il y a un petit groupe de poissons que les pêcheurs appellent Undia Oayar. Généralement, les dauphins encerclent ces poissons en agitant leurs nageoires ou leur queue. Du coup, les poissons sautent hors de l'eau. Quand ils retombent, les dauphins les attrapent. C'est ce que l'on appelle le mud plum feeding. Parfois, ils font la même chose en agitant la boue et en effrayant les poissons. Ce sont des chasseurs très avertis. Ils peuvent s'adapter aux différents types de filets. Ils ont au moins 5 à 6 façons de se nourrir dans le Chilika. Ces mammifères sont de proches cousins des orques. Ils ressemblent aussi aux belugas. Ils ont une tête ronde, un front saillant et n'ont pas de museau. Adultes, ils peuvent atteindre 2 mètres de longueur pour un poids d'environ 100 kg. Loin de l'embouchure du lac et des dauphins, les paysages d'influence maritime disparaissent pour laisser place aux grands espaces paisibles et marécageux, des marais de Mangala Jodi. Ici, des réseaux de petits canaux bordés de roseaux, des marécages d'eau douce ou d'eau saumâtre sont autant d'abris où la vie sauvage trouve refuge et s'épanouit. Sugian Behara parcourt ces marais depuis plusieurs années, et plus particulièrement chaque automne, au moment où la vie sauvage est la plus importante. Il se consacre à l'étude des oiseaux qui fréquentent en nombre cet espace abreuvé d'eau douce. Cette passion, il la doit à son père, un ancien braconnier. Avant, rien ne m'intéressait. J'avais arrêté mes études et je passais mon temps au village. Et mon père m'a dit « Mais pourquoi tu perds ton temps comme ça ?» Puis il m'a incité à reconnaître les oiseaux, en me disant qu'un tel oiseau est comme ceci et qu'un autre oiseau est comme cela. Après les avoir identifiés, j'ai commencé à noter leurs noms dans un cahier. Combien de fois par jour je les voyais, où ils habitaient. J'ai noté tout ça. Petit à petit, et avec l'aide du livre d'un ornithologue réputé en Inde, Sugian est devenu guide. Il accompagne désormais les visiteurs dans leur découverte des oiseaux de ce lac. Les Talev sultan et les barges à queue noire sont 2 oiseaux très communs de ce lac. Le Talev sultan a de très jolies couleurs bleues et rouges. Très jolies. Le Talev sultan est un oiseau sédentaire. Il est végétarien et il mange plusieurs espèces d'herbes. C'est sa nourriture. Les Talev sultan sont des oiseaux qui se sont particulièrement bien adaptés au lac Chilika et à ses territoires immergés.
Grâce à leurs longs doigts, ils se déplacent facilement sur la végétation flottante. Leur nourriture favorite est une herbe qu'ils attrapent avec leurs pattes. Ils apprécient aussi les jacinthes ou les nombreuses autres plantes d'eau douce du marais. Là, tous les oiseaux blancs que vous voyez, ce sont des aigrettes. Les aigrettes du Chilika. Il y en a 4 espèces différentes. Les aigrettes, ce sont des oiseaux non végétariens. Elles mangent des serpents, du poisson et des grenouilles. Elles mangent absolument tout. Les aigrettes sont l'une des espèces sédentaires du lac la plus répandue. Quelquefois, elles n'hésitent pas à chasser à partir des branches d'arbres ou à partir des filets que les pêcheurs installent dans les lacs. Parfois, dans d'inconfortables conditions d'équilibre. Depuis près de 20 ans, cette vie animale et végétale est étudiée par les scientifiques de la Chilika Development Authority. Les chercheurs se sont notamment demandé comment expliquer sa diversité et quels étaient les facteurs d'équilibre de ce lac. Température de l'air? 23,8. Température de l'eau? 25,2. Salinité? 8,6. 8,6. La salinité de l'eau du Chilika est un élément moteur. C'est un facteur important de l'eau du lac, car le Chilika a 3 écosystèmes différents. Les marais, l'écosystème maritime et un écosystème d'eau douce. Les poissons, les micro-organismes et les végétaux de ces écosystèmes dépendent tous de la salinité de l'eau. Au centre et à l'est du lac, là où les principales rivières se déversent, les espèces végétales ou animales vivent dans un écosystème d'eau douce. Sur sa partie ouest, on trouve des marécages avec une eau saumâtre. C'est devant l'embouchure du lac que l'influence maritime se fait le plus sentir. Dans cette zone de l'embouchure qui mène à la mer, se joue chaque jour et toutes les 6 heures un événement particulier qui fait sentir ses effets jusqu'au centre du lac Chilika. La marée venue du golfe du Bengale apporte ou soustrait des millions de mètres cubes d'eau, créant un flux puissant. D'un bout à l'autre du lac, les pêcheurs ont voulu tirer parti des courants qui accompagnent les marées. Ils ont développé des techniques de capture originales. Sur les plages maritimes, ils déploient des filets à mailles très fines qu'ils tractent lorsque la marée monte.
Ils élèvent ensuite les très petits poissons qu'ils capturent pour les vendre sur les marchés à leur poids d'adulte. Dans les zones marécageuses des parties est et ouest du lac, les pêcheurs se servent d'une sorte de nasse pour piéger crabes et petits poissons. Au centre du Chilica, ils utilisent une méthode originale, totalement adaptée aux caractéristiques de ce troisième écosystème. Ici, la profondeur est plus importante. Elle peut atteindre 2 mètres selon l'influence de la marée. Chaque jour, sur des centaines de mètres, les pêcheurs disposent d'ingénieux réseaux de filets qui guident et emprisonnent les poissons. Au cours de ces journées d'observation, Dipani Sutaria a fait la connaissance de la plupart de ces pêcheurs. Ils sont pour elle une source d'information, non seulement pour localiser les dauphins qu'elle étudie, mais aussi pour découvrir les nombreux poissons du lac et le régime alimentaire de ses protégés. Ce type de filet est spécifique à la marée de ce lagon. L'idée, quand la marée monte, c'est que l'eau entrante se heurte à la ligne principale du filet et que les poissons qui rencontrent aussi le filet se mettent à le longer. Ils finissent par arriver dans une grande trappe, puis ils arrivent dans une trappe plus petite. C'est une méthode qui marche uniquement au moment des changements de marée. रंजित की माछ अच्छी जाल में पटलिया हाँ कुलरा हाँ मेंटिया ये डॉल्फिन खाता है मलेट फैमिली Certains de ces poissons constituent le menu préféré des dauphins. Le mulet, c'est un poisson d'estuaire. Il vient de la mer dans les estuaires et y retourne ensuite. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Chilica est si riche et si productif. Car les poissons marins viennent ici pour se reproduire. Ils déposent leurs œufs et les alevins grandissent. Quand ils sont prêts, ils retournent en mer. C'est quoi le nom local pour celui-là? Balikai. Balikai. Celui-là est encore vivant. Son ventre est très souple, comme vous pouvez le voir. Les dauphins les aiment bien aussi. Ils se nourrissent aussi de ce poisson qui a l'air dangereux, mais qui est assez joli et qu'on appelle scatfish ou pavillon tacheté. Ils ne mangent que cette partie, loin des épines, car cela pourrait les tuer. Ces épines peuvent se loger dans leurs poumons ou leur ventre, et cela peut les empêcher de se nourrir. La pêche est l'activité principale des riverains du Chilica. La biodiversité y est abondante. 335 espèces de poissons, 29 espèces de crevettes et 35 de crabes. Un record en Asie. Pourtant, cette richesse est extrêmement fragile et dépend des échanges permanents qu'entretient le lac avec la mer. La passe d'entrée du Chilica est à la fois le poumon du lac et son talon d'Achille. Entre 1970 et 1990, l'ensablement de l'unique connexion entre le lac et la mer a failli provoquer la disparition du Chilica. Des herbes d'eau douce ont proliféré et les poissons marins ont commencé à disparaître. L'embouchure n'arrête pas de bouger. On avait remarqué qu'elle bougeait chaque année de 500 mètres.
Et le résultat, c'est une moindre quantité d'eau de mer qui pénètre dans le lac. La conséquence, c'est que les poissons d'eau douce se sont développés et que les poissons des espaces marécageux, qui sont les plus importants d'un point de vue commercial, ont lentement décru. On est passé de 8000 tonnes de poissons capturés par an à 1500 tonnes. À la fin des années 90, au fur et à mesure du déclin de la productivité du lac, les 400 000 personnes qui vivent des ressources du Chilica ont vu leurs revenus baisser. Leur existence a été bouleversée. Ancien pêcheur, victime du rétrécissement de l'embouchure du lac et de la raréfaction du poisson, le père du jeune guide Sugian Behara faisait alors partie des braconniers qui traquaient les oiseaux du Chilica. À cette époque, j'en ai tué un grand nombre. C'était il y a si longtemps que je ne me souviens pas combien j'ai pu en tuer. Chaque jour, j'en tuais entre 100 et 150. On rapportait les oiseaux, on en vendait certains et on mangeait les autres. C'est de cette façon qu'on gagnait notre vie. Mais comment empêcher le braconnage, améliorer les conditions de vie de ses habitants et lutter contre l'étouffement du lac? Les scientifiques de la Chilica Development Authority se rendent compte qu'il faut intervenir avant que l'embouchure ne se ferme totalement. En septembre 2000, une nouvelle passe est creusée dans les bancs de sable et l'eau de la mer peut à nouveau pénétrer dans le lac. Le Chilica récupère rapidement sa salinité antérieure. La migration des poissons entre le lac et la mer reprend et des millions d'oiseaux migrateurs qui avaient disparu font à nouveau escale au Chilica. Depuis cet épisode, l'embouchure du Chilica est draguée en permanence. De nouvelles conditions qui assurent la renaissance du lac et une prise de conscience de ses riverains. À Mangala Jodi, l'ONG Wild Orissa mène un travail de sensibilisation contre les mauvaises habitudes du passé. Ses membres essaient de convaincre les braconniers de ne plus chasser les oiseaux et s'appuient sur les enfants pour relayer leur action. Mangala Jodi est connu dans le monde entier pour ses oiseaux. Nous aimons beaucoup voir comment ils vivent et à quoi ils ressemblent. Le Chilica est connu pour ses bonnes conditions. Depuis que les oiseaux viennent des pays étrangers, nous les accueillons et nous les traitons comme nos invités. Les écoles s'associent à Wild Orissa et organisent un concours de texte et de dessin. La préservation des oiseaux et des marais qui jouxtent le village devient un enjeu majeur. Notre but, c'est de faire progresser le nombre d'oiseaux qui nous rendent visite. Il y a 20 ou 30 ans, il n'était que 5000. Mais maintenant, le nombre d'oiseaux a augmenté, ils sont 200 000. Et jour après jour, leur quantité s'accroît.
La vie du Chilica est faite d'une alternance de ces phases de richesse biologique et de déséquilibre. Mais un autre élément conditionne la vie de ce lac. Les rivières qui abreuvent le Chilica modifient son aspect. Il y a des centaines d'années, elles ont montré leur importance en le transformant radicalement. Selon certains récits, le lac était alors largement ouvert sur la baie du Bengale et de larges passes permettaient la circulation de grands bateaux entre le lagon et la haute mer. La région portait le nom de Royaume de Kalinga et était l'un des centres commerciaux les plus prospères de toute l'Inde. Aujourd'hui, la très faible profondeur d'eau de la baie de Ramba ne laisse passer que des bateaux à fond plat. Comment imaginer qu'elle ait pu servir de mouillage pour les grands navires du royaume de Kalinga? Pour le savoir, Jitu Mishra a conduit les premières recherches archéologiques de la région. Vous pouvez voir ces deux collines. Elles forment une belle baie, un beau port. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a 2 alignements de pierres au pied de chaque colline. Nous avons creusé pour voir s'il y avait des traces d'activité maritime. Et effectivement, nous avons trouvé une poterie en céramique turquoise qui venait du golfe Persique. Elle est datée entre le 8e et le 10e siècle. Ça nous indique qu'il y avait réellement ici une ville portuaire. Sur le sommet de l'une de ces 2 collines, les archéologues ont trouvé une seconde trace de ce passé maritime. Un curieux amoncellement de rochers que les pêcheurs du Chilica nomment Dipa d'India, le siège de la lampe. Une cavité de la roche y abrite une lanterne qui sert de phare primitif. Ceci est un phare. Il y en a un autre sur cette colline. Il y en a 3 ou 4 qui étaient allumés le soir et tout au long de la nuit, chaque jour pour indiquer le chemin. Tout autour du Chilica, il y avait une dizaine de villes importantes. Elles étaient toutes dédiées au commerce maritime. L'ivoire et les produits de la forêt, mais aussi les richesses textiles de l'Orissa. Tout ça partait d'ici pour l'Asie du Sud-Est et l'île de Ceylan. Mais ces échanges maritimes dans la baie du Bengale ne se sont pas longtemps poursuivis, car les rivières qui se déversent dans le Chilica ont fait peser sur le lac une nouvelle menace. Les 2 principaux cours d'eau, la Daya et la Baragavi, ont déposé durant des centaines d'années d'importantes quantités d'alluvions. Elles ont créé des barrières de boue entre le lac et la mer et comblé des ouvertures qui permettaient le passage des navires. Depuis le XVIIe siècle, les grands ports comme celui de Ramba ont perdu leur accès à la mer. C'est ce passé prestigieux mais disparu qui est commémoré chaque mois de novembre dans chaque ville et village de la région, lors d'une fête nommée Boida Bandan. Des milliers de petits bateaux fabriqués avec des feuilles de bananier sont mis à l'eau en souvenir des navires des anciens royaumes. En ce mois de novembre, les riverains du Chilica célèbrent des cérémonies religieuses et partagent parfois un bain purificateur dans l'eau fraîche du lac. C'est la pleine lune, qu'on appelle Purnami. Juste avant l'hiver, le moment où on lance des petits bateaux. Si ces bateaux naviguent bien, ça signifie que nous allons faire de bonnes affaires.
Ces commerçants qui allaient à travers la mer faire des affaires sont de retour aujourd'hui. À cette époque de l'année, les vents nord-est sont favorables aux activités maritimes et commerciales. Ils favorisent la navigation à voile vers Ceylan et à partir de là, plus loin vers l'est, vers Java, Sumatra, en Indonésie et en Malaisie. Ils mettent aussi dans ces bateaux des lumières, principalement pour montrer le chemin, car ils partaient au petit matin avant le lever du soleil pour dissiper l'obscurité. À l'intérieur de ces bateaux, les habitants de l'Orissa déposent quelques noix de bétel ou des noix d'arec. Une tradition qui, elle aussi, vient du sud-est asiatique et qui montre les relations que le Chilika a su tisser dans l'histoire avec le reste de ce continent. Cette fête de bateau est très importante dans l'histoire maritime de l'Orissa et du lac Chilika. Pris en tenaille entre la mer qui déplace les dunes et risque d'obturer son embouchure, et les sédiments des rivières qui pourraient le combler, le Chilika reste un lac dont la morphologie ne cesse d'évoluer. À ces influences maritimes et fluviales s'ajoute le cycle annuel des saisons. Au mois de janvier, la saison sèche succède à la saison humide, sans intersaison. Les températures augmentent régulièrement et il ne pleut plus que par intermittence. Le niveau de l'eau du Chilika baisse lentement et sa superficie diminue. De 1165 km² en saison humide, il passe à seulement 906 km² pendant la saison sèche. Au nord du lac, l'eau a tant baissé que de vastes zones marécageuses sont maintenant exposées à l'air libre. La boue encore fraîche est une véritable aubaine pour les oiseaux sédentaires qui y font un festin de vers et de mollusques. Six mois plus tard, en juin, l'été se termine. La température de l'air dépasse maintenant régulièrement les 30 degrés. Pour les pêcheurs, cette période est synonyme d'activité réduite et beaucoup d'entre eux en profitent pour réparer filets et bateaux. Le niveau du lac est à présent au plus bas. Par moments, le ciel s'assombrit. Le grondement des orages annonciateurs de la mousson déchire l'air. Le ciel se vide alors sur la terre en trombe d'eau. Avec le mois de septembre, l'air se clarifie à nouveau. Les pêcheurs reprennent leurs activités et les oiseaux migrateurs reviennent. Les flamants roses sont les premiers visiteurs du Chilika après la mousson. Ils s'établissent autour d'une île, la réserve de Nalabana. L'île, qui a passé toute la saison de la mousson sous l'eau,
n'émerge que depuis quelques semaines. C'est l'un des lieux d'études privilégiés du docteur Balachandran. Cet ornithologue réputé partage aujourd'hui ses observations avec Su Gyan, le jeune guide qui a appris à reconnaître les oiseaux grâce à son livre. Il y a aussi d'autres oiseaux qui se tiennent sur une seule jambe. Là, vous pouvez voir des flamants roses qui sont gris. Ce sont des jeunes. Les adultes sont plus roses et blancs. Si vous voyez une robe rose avec un bec noir, ce sont des flamants roses de type Plesser, des flamants nains. Parmi les 5 espèces de flamants roses que l'on trouve dans le monde, seulement 2 viennent en Inde. Le flamand nain et le grand flamant rose, dont la population autour de l'île de Nalabana atteint les 3 à 4 000 individus. Ils ont besoin d'un habitat marécageux. Ils préfèrent un niveau d'eau de 40 à 60 cm environ. Leur cou est très long, plus de 60 cm, et ils trouvent leur proie en fouillant la boue. Ils ont 2 filtres dans leur bec qui laissent passer la boue, mais qui gardent les insectes, les vers, et quelquefois des graines de plantes. Et tout ça va à l'intérieur. Au mois de novembre, quelque temps après les flamants roses, les oiseaux migrateurs continuent d'arriver en nombre. Au nord du Chilika, des cigognes s'installent. Pendant 3 à 4 semaines, des milliers d'oiseaux envahissent ainsi les différents écosystèmes du lac. Ces oiseaux ne sont pas d'ici, ils viennent d'ailleurs. J'aime bien leur donner à manger. Si on leur donne des poissons, ils vont rester ici, dans le Chilika. Mais d'où viennent les oiseaux migrateurs du Chilika? Et pourquoi s'arrêtent-ils ici? Chaque année, des biologistes organisent des missions de bagage et de comptage dans les zones marécageuses du lac. Des espaces où les oiseaux trouvent de l'eau douce et qui sont riches en nutriments. Celui-là, c'est un chevalier stagnatile. On vient juste de le capturer. Il est légèrement humide. C'est un oiseau adulte et il est en train de se couvrir de son plumage de reproduction. Cet oiseau se reproduit en Asie centrale, plus largement dans la région subarctique. C'est l'un des oiseaux migrateurs qui vivent ici, en Inde. Lorsqu'ils arrivent pour l'hivernage dans les pays tropicaux, ils aiment toutes sortes d'habitats, mais ils préfèrent les marais. Dans le Chilika, en ce moment, surtout en hiver, il y a environ 1 million d'oiseaux. Mais ce n'est pas 1 million d'oiseaux qu'il y a ici. C'est bien plus, parce que certains oiseaux sont venus en octobre, au moment de l'automne, et ils sont repartis. Certains oiseaux ont aussi fait leur passage au printemps.
Beaucoup d'entre eux se déplacent. Donc, si vous les ajoutez les uns aux autres, cela fait certainement plus de 2 millions d'oiseaux tout au long de l'année. Si la coexistence des oiseaux du Chilica se fait dans un certain équilibre, elle s'accompagne parfois de petits conflits. Les oiseaux ne sont pas les seules espèces animales à fréquenter ces marais. Ok, là, tu as vu? Il y en a à peu près 300. Depuis des milliers d'années, les oiseaux du Chilica ont d'incomparables partenaires. Ces buffles aquatiques pesant de 300 à 500 kilos ont la capacité unique de boire l'eau saumâtre du lac et de se nourrir de plantes qu'aucune autre espèce ne touche. Ils sont l'une des clés d'équilibre du lac. Le brassage des eaux qu'ils provoquent oxygène le Chilica. Et leurs excréments et leur urine augmentent la production de phytoplancton qui est indispensable aux poissons. La présence de ces 30 000 buffles bénéficie également aux oiseaux migrateurs. En pâturant dans le lac, les buffles dégagent les racines de certaines herbes dont les oiseaux raffolent. Vous voyez, c'est un écosystème très naturel. La biodiversité est abondante, donc les oiseaux sont là. Aujourd'hui, les petits oiseaux en quête de nourriture ou les grands échassiers des marais de Mangala Jodi attirent une nouvelle population. L'essor de l'observation des oiseaux encourage la prise de conscience de la valeur de la biodiversité et de l'importance de la protection des écosystèmes. Mais cela s'organise souvent de façon anarchique. Les touristes qui paient pour voir des oiseaux s'approchent souvent beaucoup trop près d'eux, les dérangeant dans leurs activités. Un problème qui se pose aussi pour l'espèce emblématique du lac, les dauphins de l'Irrawaddy. Depuis plusieurs années, les villages de l'embouchure du Chilica attirent en effet les admirateurs de ce mammifère. Si l'afflux de ces touristes améliore globalement la vie de ces riverains, il apporte, dans le même temps, un facteur de stress pour les dauphins du lac. Il y a 3 dauphins ici. On dirait qu'il y a 2 adultes et un juvénile. Il y a une mère et son veau. Ils viennent juste de plonger. Ah, il y a un bébé aussi. Lorsque nous les avons vus, c'était comme un petit groupe en train de sociabiliser. Et puis, un peu plus loin, 2 autres dauphins. Ils étaient comme des satellites, comme s'ils protégeaient le petit groupe du milieu. C'est comme une petite crèche qui se déplace devant l'embouchure de la mer.
Ce groupe de dauphins n'est pas passé inaperçu. Avant que Dipani ne les remarque, 2 bateaux de touristes font leur apparition et s'approchent à toute vitesse des dauphins qu'ils ont repérés. Un événement courant qui inquiète la scientifique. Le problème ici, c'est que ce pilote de bateau n'a pas coupé son moteur à proximité des dauphins. Il les a plutôt poursuivis. Il ne devrait pas faire ça. Il a été formé pour couper son moteur lorsqu'il s'approche des dauphins, en particulier lorsqu'il y a un jeune dans le groupe. Le problème, c'est que le juvénile est en train d'apprendre à pêcher, à fouiller dans la boue, à survivre dans cet environnement. Aujourd'hui, plus de 500 bateaux se disputent les touristes venus découvrir les dauphins de l'Irrawaddy. Une pression qui se traduit parfois par des comportements inconscients et qui cause de nombreuses blessures à ces mammifères d'eau douce. Oh, spy hopped again. Enregistrés par Dipani, les cris que s'échangent les dauphins racontent à leur manière les épisodes de stress qu'ils subissent. Ces dauphins, comme les autres dauphins, communiquent pendant qu'ils se nourrissent et socialisent même en présence d'une menace. En cas de menace, comme celle d'un bateau touristique, d'un requin ou d'un dauphin plus gros, on constate souvent que la communication entre eux augmente. C'est probablement leur façon de dire « restons en sécurité » ou « revenons ensemble ». Le dauphin de l'Irrawaddy est aujourd'hui considéré comme une espèce en danger critique d'extinction. Peu à peu, il fait l'objet de mesures de protection dans les derniers endroits où on le trouve encore. Dans l'eau douce de certaines rivières ou dans l'eau saumâtre des deltas situés à l'ouest du Bengale, au Bangladesh, en Thaïlande et en Malaisie, aux Philippines et dans le fleuve Mékong. Il n'existe plus que quelques centaines de spécimens de cette espèce dans le monde. Dépositaire d'une histoire tumultueuse de plusieurs siècles, le lac Chilika a failli disparaître il y a 20 ans, emportant avec lui nombre d'espèces végétales et animales. S'il n'est plus un lac en danger, il est aujourd'hui victime de son succès. L'arrivée de touristes avides de découvrir ces oiseaux, ces poissons et ces dauphins menace ces écosystèmes et pèse sur les ressources piscicoles. Parallèlement, les phénomènes météorologiques qu'il subit ne cesse de le menacer. Un cyclone plus fort que les autres, ou l'inéluctable montée des océans, pourrait un jour détruire le cordon de dunes qui protège le lac. Il redeviendrait alors le lagon largement ouvert sur la mer qu'il était autrefois. Ce lac encore jeune, dont le destin reste incertain, vient nous rappeler qu'à l'échelle de la Terre, les lacs ne sont que des phénomènes éphémères.